Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce jeudi 1er février. Le nombre de martyrs à Gaza dépasse désormais les 27 000 depuis le début de l'agression de l'entité sioniste. Près de 120 Palestiniens sont tombés en martyrs rien que durant les dernières 24 heures. L'Algérie souligne l'importance de la reddition de comptes pour protéger les générations futures contre les atrocités commises actuellement à Gaza, appelant à un cessez-le-feu immédiat et ce devant le Conseil de sécurité réuni à sa demande. Sahara occidental, la chef de la diplomatie sud-africaine Naledi Pandor affirme avoir eu une discussion utile avec l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, Staffan de Mistura, en visite en Afrique du Sud. Et après des négociations tendues avec la Hongrie, les dirigeants de l'Union européenne parviennent à un accord in extremis avec Budapest pour débloquer une aide supplémentaire de 50 milliards à destination de l'Ukraine. Bonsoir à tous. L'agression de l'entité sioniste contre la bande de Gaza est à son 118e jour. Près de 120 Palestiniens sont tombés en martyrs durant les dernières 24 heures. Depuis le 7 octobre, plus de 27 000 Palestiniens sont tombés en martyrs et plus de 66 100 ont été blessés, tandis que des milliers de personnes restent sous les décombres. Et la ville de Khan Younes, au sud de la bande de Gaza et ses alentours, est depuis plusieurs jours devenu l'épicentre de cette agression où au moins 2 Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres blessés ce jeudi dans des frappes aériennes israéliennes qui ont ciblé plusieurs maisons dans le quartier de Jurat al-Aqad. توفوا اليوم بسبب نقص الأكسجين الذي سببه الحصار المستمر على مستشفى الأمل التابع للدولة. Et la ville de Gaza est aussi particulièrement ciblée par les bombardements. Des dizaines de Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés ces dernières 24 heures, notamment dans le quartier d'Arimal et à Tell el-Hawa. Les ambulances n'ayant pas pu les atteindre pour les transporter à l'hôpital Al-Shifa. Les hôpitaux qui demeurent des cibles privilégiées des engins de guerre israéliens, des véhicules des forces sionistes ont pris d'assaut l'hôpital Al-Amal et ses alentours pour le 3e jour consécutif. Avant de se retirer, l'hôpital a admis hier 12 martyrs, dont un employé et un bénévole du Croissant Rouge, en plus de 6 blessés. Et le Croissant Rouge palestinien qui a publié une vidéo montrant les funérailles d'une femme de 75 ans et d'un bébé de 45 jours décédé à cause du manque d'oxygène à l'hôpital Al-Amal, Khan Younes. Le Croissant Rouge avait indiqué le 28 janvier que les équipes médicales de l'hôpital ne seraient plus en mesure d'effectuer des interventions chirurgicales en raison justement du manque d'oxygène.
Et dans ce contexte, le Conseil de sécurité des Nations Unies était réuni hier à la demande de l'Algérie sur les mesures conservatoires décidées par la Cour internationale de justice concernant l'agression sioniste contre le peuple palestinien. Le représentant permanent de l'Algérie à New York a notamment souligné l'importance de la reddition de comptes pour protéger les générations futures contre les atrocités commises actuellement à Gaza, appelant à un cessez-le-feu immédiat. Sohila Kilal. Obliger l'entité sioniste à rendre des comptes et prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour faire entendre la voix de la justice et garantir l'application des décisions de la CIJ. Fidèle à sa position concernant le dossier palestinien, l'Algérie, par le biais de son ambassadeur auprès des Nations Unies, Ammar Benjama, a réitéré une nouvelle fois l'appel à un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Cette décision historique de la Cour réaffirme que le temps de l'impunité est révolu à jamais. Les Nations Unies et la communauté internationale se sont engagés à ce qu'aucun criminel n'échappe aux sanctions et à la reddition de comptes. L'occupant israélien ne doit pas être une exception à cette règle. De son côté, le représentant palestinien auprès des Nations Unies, Riyad Mansour, a estimé qu'à travers les mesures conservatoires annoncées, la CPI a assumé pleinement son mandat, mais qu'un cessez-le-feu était nécessaire pour les appliquer, tâche qui incombe directement à Israël. Sans cessez-le-feu, il sera impossible pour Israël d'appliquer ces mesures conservatoires. Donc si vous voulez aider Israël, imposer ce cessez-le-feu pour qu'Israël ne puisse se prévaloir de cette excuse pour justifier sa non-exécution des 6 mesures conservatoires. Les représentants de la Sierra Leone et du Mozambique ont eux également insisté sur la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat à Gaza pour protéger la population et garantir l'acheminement des aides humanitaires. Un cessez-le-feu humanitaire immédiat, urgent et une cessation des hostilités sont des facteurs absolument indispensables pour faire en sorte que l'aide humanitaire soit acheminée sans aucune restriction et qu'elle parvienne à ceux qui en ont besoin à Gaza. La Sierra Leone considère qu'un cessez-le-feu humanitaire est absolument indispensable à ce stade pour qu'on puisse sauver des vies, pour qu'on puisse faciliter l'accès à de l'aide humanitaire, pour que l'on puisse contrôler les déplacements et minimiser la faim et la propagation des maladies. Pour rappel, le Conseil de sécurité s'est réuni hier à la demande de l'Algérie suite aux instructions émises par le président Abdelmadjid Tebboune à la mission algérienne suivant la décision de la CIJ portant demande de la tenue d'une réunion urgente du Conseil de sécurité au sujet des mesures conservatoires décidées par cette Cour. Et le travail humanitaire est sérieusement compromis dans l'enclave palestinienne. Le chef des opérations de l'UNRWA à Gaza a déclaré que l'agence avait été contrainte de fuir le sud de Khan Younes et de déplacer ses opérations vers l'ouest de la ville. Ces derniers jours, l'UNRWA a dû déplacer ses opérations hors de la ville de Khan Younes, dans la partie ouest de la ville. Nous avons perdu un dispensaire, des abris majeurs et des installations qui soutenaient la population de Khan Younes. Les habitants de l'ouest de Khan Younes ont fui vers la périphérie, plus près de la côte, et nous avons repris nos opérations. Nous pouvons voir ici des gens s'inscrire pour obtenir de l'aide. 184 000 personnes se sont désormais inscrites pour obtenir de l'aide, avec l'UNRWA, ici, à l'ouest, banlieue de Khan Younes. Et dans ce contexte, plus de 30 000 déplacés dans les écoles proches du complexe médical Nasser. Manque d'eau, de nourriture, de préparation pour nourrissons et de médicaments nécessaires pour soigner des milliers de patients. Et devant le Conseil de sécurité et suite à la récente suspension de financement de l'UNRWA par plusieurs pays, le sous-secrétaire général des Nations Unies pour les affaires humanitaires et coordonnateur des secours d'urgence, Martin Griffiths, a fait état d'entraves de l'entité sioniste à l'entrée des aides humanitaires. Nous continuons à être confrontés au problème du refus d'entrée d'articles indispensables à Gaza par Israël pour des raisons qui sont, du moins pour nous, peu claires et incohérentes.
Et dans ce même contexte, l'accès à l'eau est rendu très difficile après la destruction par les forces de l'entité sioniste d'un nombre important d'infrastructures. Dans le camp de réfugiés de Rafah, les habitants doivent parcourir de longues distances pour obtenir quelques litres du breuvage essentiel à leur survie. Et tout manque à Gaza, même les chaussures pour marcher, forcés de quitter leur maison. Des milliers de Palestiniens n'ont pu emmener avec eux que le strict nécessaire. À force de parcourir des kilomètres chaque jour au milieu des terrains accidentés par les bombardements, leurs chaussures sont complètement usées. N'ayant pas les moyens d'en acheter des neuves, les Palestiniens se tournent désormais vers les cordonniers. Reportage signé Amal Amazian Zitouni. La demande de réparation de chaussures a considérablement augmenté pendant la guerre, les habitants de Gaza n'ayant pas les moyens d'acheter de nouveaux souliers en raison de la situation actuelle dans l'enclave palestinienne. Avant la guerre, nous travaillions moins, mais maintenant, nous travaillons plus, parce que les gens n'ont pas d'argent pour acheter de nouvelles chaussures. Ces derniers, qui coûtaient l'équivalent de $4 coûtent près de $22. La condition des gens est très mauvaise et il n'y a pas d'économie. Face au manque d'électricité et de machines, les cordonniers réparent manuellement les chaussures et les pantoufles des clients. Avant, nous cousions à la machine. Aujourd'hui, nous le faisons manuellement, car il n'y a ni électricité ni machine actuellement. Le client apporte les chaussons totalement endommagés et nous essayons de l'aider en faisant de notre mieux pour lui réparer les pantoufles. La couture nécessite une aiguille ordinaire et un poinçon. Tout est manuel. Une grande partie de la bande de Gaza densément peuplée a été dévastée par près de 5 mois de bombardements sionistes et la plupart de ces 2,3 millions d'habitants ont été dépourvus de tout et contraints à se déplacer à l'intérieur de Gaza, laissant derrière eux toutes leurs affaires, parfois sous les décombres. Au milieu des souffrances de la guerre, les gens n'avaient ni pantoufles, ni sandales, ni chaussures. Les gens se débarrassaient de leurs pantoufles une fois déchirées. Nous avons donc commencé à réparer les chaussures des personnes déplacées et à réparer leurs chaussures à bas prix avec toutes les capacités dont nous disposons et avec le manque d'électricité. Nous avons commencé à les réparer manuellement et cela prend du temps et des efforts car il y a de nombreux aspects. Des lacets à tirer, tout comme celui-ci qui est complètement endommagé. Aujourd'hui, la situation est très dure. L'économie de Gaza au plus mal avant même l'agression sioniste du 7 octobre en raison du blocus économique sioniste. Celle-ci s'est contractée de 4,5% au cours des 3 premiers trimestres de 2023, selon les estimations de la CNUSED. En plus du génocide, ceci a provoqué la plus grande crise humanitaire au monde. Et la question palestinienne est sur toutes les lèvres. La ministre sud-africaine des Relations internationales et de la coopération, Naledi Pandor, a appelé l'entité sioniste à appliquer l'arrêt de la Cour internationale de justice qui avait ordonné à l'occupant sioniste de prendre toutes les mesures en son pouvoir pour empêcher des actes de génocide et améliorer la situation humanitaire à Gaza. Et tous les États ont l'obligation de cesser de financer et de faciliter les actions militaires d'Israël à Gaza, après que la Cour internationale de justice a clairement établi que ces actions pourraient être génocidaires. C'est ce qu'a affirmé la ministre sud-africaine des Affaires étrangères, Naledi Pandor. The finding, we think, also makes it clear. Nous pensons que cette conclusion montre également clairement qu'il est plausible qu'un génocide ait lieu contre le peuple palestinien à Gaza. Vous auriez entendu le président du tribunal dire cela. Cela impose nécessairement à tous les États l'obligation de cesser de financer et de faciliter les actions militaires d'Israël qui, comme l'a indiqué la Cour, sont plausiblement génocidaires.
Dans l'actualité également, la décolonisation du Sahara occidental, cette fois discutée à Pretoria. La ministre sud-africaine des Relations internationales et de la coopération, Naledi Pandor, a affirmé avoir eu une discussion utile avec l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU au Sahara occidental, Staffan de Mistura, en visite en Afrique du Sud. Le point avec Kherdin Batache. La photo a de quoi hérisser les poils des responsables de Rabat. Staffan de Mistura aux côtés de l'ardente défenseuse des droits des peuples opprimés, Naledi Pandor, chef de la diplomatie sud-africaine, Staffan de Mistura en Afrique du Sud. L'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies, Staffan de Mistura, est en route pour l'Afrique du Sud, en invitation du gouvernement sud-africain, afin de prendre part à des réunions avec des hauts responsables du pays, et ce, dans l'objectif de discuter de la question sahraoui. L'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies s'est envolé pour Pretoria avec dans ses petits papiers le dossier sahraoui, objet de réunion avec le gouvernement sud-africain. L'année 2024 semble s'inscrire dans le prolongement de la précédente en ce qui concerne les victoires diplomatiques de la cause sahraoui dans le monde et sur le continent africain. Tandis que la lutte armée contre l'occupant marocain se poursuit sur le terrain avec des opérations qualitatives menées par l'armée sahraoui, le dossier sahraoui, fort de ses arguments juridiques, en droite ligne avec les décisions du droit international et les résolutions des Nations Unies, fait son chemin dans les capitales africaines et glane du soutien. La machine diplomatique tourne à plein régime, donc une dynamique qui permet à l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies, Staffan de Mistura, de poursuivre ses efforts en vue de faire avancer la question du référendum d'autodétermination en faveur du peuple sahraoui. Après s'être rendu dans les territoires sahraouis occupés où il s'est réuni avec les membres de la société civile sahraoui et a pu constater de visu les nombreuses violations des droits de l'homme infligées par le Maroc au peuple sahraoui, de Mistura s'est réunie avec la chef de la diplomatie sud-africaine Naledi Pandor. Celle-ci a déclaré que les entretiens ont été fructueux, en signe clair du soutien de Pretoria à la lutte du Sahara occidental, dernière colonie d'Afrique. Si les détails de cette importante réunion n'ont pas encore filtré, plusieurs observateurs misent sur une concertation pour une action commune initiée aux Nations Unies. Pour rappel, et à l'issue de l'adoption par le Conseil de sécurité d'une résolution qui proroge jusqu'au 31 octobre 2024 le mandat de la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental, MINURSO, le représentant permanent de l'Afrique du Sud auprès de l'ONU, Martinus van Schalkwyk, avait réaffirmé le soutien de son pays aux efforts de Staffan de Mistura pour parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable. Prévoyons l'autodétermination du peuple sahraoui. La lutte est dans l'air du temps. Les coopérations algéro-italiennes, le président algérien Abdelmajid Tebboune a reçu ce jeudi à Alger le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Piantedosi, en visite officielle en Algérie. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Boualem Boualem, du ministre de l'Intérieur, Brahim Red, et du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Lounes Magraman. Ce fut une occasion pour informer le président sur le travail que nous avons effectué aujourd'hui en compagnie de mon collègue, ministre de l'Intérieur algérien. Travail que nous avons ponctué en signant un accord de coopération bilatérale dans le domaine sécuritaire. Ce fut également l'occasion d'écouter l'exposé du président algérien dans divers domaines et de lui exprimer de nouveau notre satisfaction quant à l'amitié algéro-italienne. Le ministre italien de l'Intérieur a été reçu auparavant par le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, en compagnie du vice-ministre italien des Affaires étrangères chargé de la coopération internationale, Edmondo Cirielli. À cette occasion, les deux ministres ont évoqué les relations de coopération et de partenariat entre l'Algérie et l'Italie. Saluant leur évolution, les deux hommes se sont félicités, en outre, de la signature ce matin d'un accord bilatéral sur la coopération sécuritaire.
Et l'Algérie et l'Italie ont donc signé ce jeudi un nouvel accord en vue de renforcer la coopération sécuritaire entre les deux pays pour l'adapter aux défis actuels et aux nouvelles formes de criminalité transfrontalière, notamment le trafic de stupéfiants, le crime électronique et économique, la migration clandestine et la traite des êtres humains. L'accord a été signé par le ministre algérien de l'Intérieur, Brahim Rad, et son homologue italien, Matteo Piantedosi. Parlons énergie à présent, le ministre algérien de l'énergie et des mines, Mohamed Arkab, a participé ce jeudi par visioconférence aux travaux de la 52e édition, ou plutôt réunion du comité ministériel conjoint de suivi OPEP et non OPEP. Au cours de cette réunion, les ministres ont discuté de la situation actuelle du marché pétrolier mondial et de ses perspectives à court terme. Les membres du comité ont également évalué le respect des engagements de limitation de la production des pays de l'OPEP+, pour le mois de décembre 2023. Je vous en parlais en titre. Après des négociations tendues avec la Hongrie, les dirigeants de l'Union européenne sont parvenus à un accord in extremis avec Budapest pour débloquer une aide supplémentaire à destination de l'Ukraine. 50 milliards sur 5 ans. Les États-Unis cherchent quant à eux des moyens de rentabiliser les avoirs gelés russes. Le point avec Safwan Bessabri. L'Union européenne est finalement arrivée à un accord pour le déblocage d'une aide financière à l'Ukraine à hauteur de 50 milliards d'euros. Longtemps à la table des négociations, l'aide militaire à l'Ukraine, question centrale de la politique extérieure européenne, était sujette à un blocage de la part de la Hongrie. Lors du dernier sommet européen consacré à l'adhésion de l'Ukraine à l'UE, le Premier ministre hongrois avait quitté les discussions en signe de protestation. Budapest a finalement approuvé l'aide, avec une garantie que les fonds ukrainiens ne finiront pas en Ukraine. On s'est disputé, l'argent des Hongrois ne peut être donné aux Ukrainiens, a déclaré le dirigeant hongrois. Pour Viktor Orban, la politique européenne consiste à attiser la guerre. Il déclare qu'il continuera à être dans le camp de la paix. La Hongrie, maillon faible de l'Union européenne dans sa guerre de proximité avec la Russie, tient une politique nationaliste. Budapest souhaite par ailleurs mettre en place une révision annuelle des fonds destinés à l'Ukraine, ce que refusent les 27, ne voulant pas donner l'occasion à la Hongrie d'utiliser son veto. Orban est accusé par les dirigeants européens de procéder à un chantage pour obtenir plus d'aide de Bruxelles, en échange de la levée du veto. Dans le même sillage, pour financer la guerre ukrainienne, les États-Unis souhaitent depuis plusieurs mois rentabiliser les avoirs russes gelés, 300 milliards aux États-Unis et 200 milliards en Europe. L'Union européenne reste cependant sceptique quant à l'utilisation de ces fonds, qui poserait la question de la légalité d'une telle manœuvre. Allez, sans transition, sport-football à J-1 avant le début des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Le tableau final comporte plusieurs surprises. Des nations qui font aujourd'hui les beaux jours d'un football moderne et émancipé, longtemps méprisé par les grands championnats et les nations dominantes. Khaireddine Batache. Un tableau des quarts de finale auquel très peu d'observateurs s'attendaient à voir au bout de 2 semaines de compétition. Nous sommes loin des pronostics des tabloïds qui s'attendaient à un duel entre les titans du continent. En Côte d'Ivoire, le football africain prouvait son évolution et sa progression. Des nations réputées pour ne pas faire partie du Gotha du football africain ont imposé leur marque et leur style et se sont brillamment qualifiés pour l'avant-dernier carré. L'art et la manière étaient au rendez-vous. Des nations comme l'Angola, le Cap-Vert, la République démocratique du Congo, la Guinée équatoriale ou encore l'Afrique du Sud se sont distinguées par un football flamboyant et des prestations qui ont marqué les amoureux du ballon rond. Illustration des pans entiers traversés par le continent africain dans l'histoire du football en guise de meilleure réponse aux postures et prises de position pour le moins discutables de clubs et de médias, notamment en Europe, sur le niveau et les conditions de la CAN. La dynamique des résultats positifs qui a accompagné l'évolution des nations émergentes du football africain prouve qu'il n'y a plus de petites équipes et que les dirigeants du football mondial et européen doivent revoir leur copie lorsqu'il s'agit d'apprécier à leur juste valeur les compétitions africaines.
Véritable creuset de talent pour les clubs et les championnats européens et autres. L'émergence de l'Afrique comme nouveau pôle du football mondial des nations sonne comme une victoire pour le continent qui dispose de peu de moyens comparé à d'autres confédérations. Avec 9 équipes qualifiées d'office pour la prochaine Coupe du Monde en 2026, l'Afrique aura bientôt les arguments et l'opportunité de rivaliser avec les plus grands et rêver, pourquoi pas, d'un premier sacre à la Coupe du Monde. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée à tous.